Un sujet que j'aborde assez souvent dans le cadre de mon travail et sur lequel donc, je vais prendre un tout petit peu plus de temps pour vous indiquer quelques éléments. Alors, qui suis-je? Donc, je suis adhérent du CLUSIV, je m'occupe de l'animation du comité conférence depuis un petit moment et également formateur et conseiller pour gagner ma vie. Et il se trouve que un cas particulier, un peu comme Benoît, j'ai une formation IT, une formation également en école de commerce, qui a probablement drivé en fait la façon dont que je peux avoir de travailler sur certains sujets. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit point sur la SSI aujourd'hui. On va faire un peu l'entonnoir. On va voir la SSI aujourd'hui, son positionnement dans l'organisme, et ensuite, on va voir comment on va pouvoir faire de la communication dans ce cadre-là. On va prendre un exemple de communication qui sont les indicateurs, qui n'est pas le seul. On va élargir un tout petit peu à la fin sur les disciplines, on va dire, de gestion d'entreprise ensuite. Alors, aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 15 ans, la cybersécurité était peut-être un sujet, la sécurité de l'information, d'ailleurs à l'époque, voire sécurité informatique, était un sujet plutôt un sujet de souvent technique, souvent rattaché à la DSI, quand même déjà proche de certains enjeux, mais souvent rattaché à la DSI comme une brique du SI. Aujourd'hui, c'est de plus en plus identifié comme un risque majeur. Alors, on a un élément intéressant qui est le Global Risk Landscape du World Economic Forum. Donc, le World Economic Forum, vous vous en doutez, ce n'est pas une association de RSSI, d'ingénieurs cybersécurité. Ce sont des gens qui regardent les choses de façon un peu plus générale. Et aujourd'hui, on voit en violet ici sur ce schéma, et depuis quelques années, en fait, on voit que les risques cyber ou liés à la cyber sont quand même plutôt bien placés, donc plutôt dans les soucis des personnes qui ne font pas de la cyber. Et effectivement, c'est une nouvelle visibilité. C'est aujourd'hui donc une discipline identifié distinctivement, pas forcément comme une partie du SI, peut-être comme quelque chose d'autre, comme associé au contrôle interne, au risk management, ou associé à rien et existant en tant que tel. Et le fait de cette nouvelle visibilité peut traduire des changements et une augmentation des attentes de la part des parties prenantes et notamment des dirigeants. Alors si on zoome un peu sur le positionnement de la SSI, aujourd'hui, donc on peut utiliser pour le zoom, utiliser la représentation de chaîne de valeur de Michael Porter, qui est un économiste connu, qui a fait 2-3 petites choses qui sont utilisées justement dans les écoles de management pour décrire les activités des entreprises. Dans une chaîne de valeur, on va définir en fait les actions de production, celles qui vont produire le produit vraiment qui est vendu, pour schématiser. Des actions de soutien qui vont supporter cette action de production, et clairement la cybersécurité, sauf cas exceptionnel bien entendu, est une discipline de soutien. Alors la question qu'on peut se poser sur une discipline de soutien, c'est qu'est-ce qu'elle va apporter comme valeur ajoutée, puisque ça reste dans la chaîne de valeur. C'est pas parce que c'est du soutien que ça apporte rien, que normalement c'est quantifiable. Alors ça pourra déjà consolider la chaîne de valeur, c'est-à-dire réduire des risques, permettre peut-être d'aller plus vite parce qu'on réduit certains risques. Ça pourrait être dégager des avantages concurrentiels, si on a une perception utilisateur qui peut être changée par le fait qu'on a eu ou pas des incidents touchant le système d'information, touchant peut-être des actifs de type données à caractère personnel. Ça peut être un frein à l'entrée sur le marché. Dans certains cas, pour intégrer un marché ou pour rester sur ce marché, il faut pouvoir avoir un minimum de sécurité de l'information. C'est le cas notamment dans le monde des banques et des assurances. Alors pour répondre à ce positionnement, la SSI va devoir se positionner justement sur un certain nombre de plans, sur la gouvernance, bien entendu, avoir une gouvernance qui fonctionne. En gros, une gouvernance, c'est ce qui est défini par l'OCDE, c'est quelque chose de simple. C'est qu'est-ce qui est mis en place pour répondre aux attentes des parties prenantes sur un sujet particulier. Ça peut être, bien entendu, travailler sur une stratégie qui, si possible, soit alignée sur les stratégies du digital, de l'organisme, des RH, je ne sais quoi. Bref, les stratégies de l'entreprise. Ça peut être, et bien entendu, la communication.
Donc la communication, c'est ce qu'on va développer là, c'est le sujet de cette intervention. Alors la communication, on va d'abord essayer de retravailler un peu ce qu'est la communication. La communication, c'est quelque chose qui n'est pas une fin en soi. Souvent, on va dire il faut communiquer. Oui, mais il faut communiquer pourquoi en fait? La question, c'est pas de savoir s'il faut communiquer, c'est pourquoi on va vouloir communiquer et savoir définir quelle finalité et pour quelle cible. Et quand on va vouloir communiquer, ça va être pour pouvoir obtenir une action des autres. Le but du jeu, c'est pas de se dire que la communication est une finalité, mais que la finalité est derrière. La finalité, ça va être obtenir une action. Une action, ça peut être une reconnaissance qui permettra d'obtenir un budget, de maintenir un effort, de maintenir un soutien. Ça peut être ce type d'action. Ce n'est pas forcément planter un clou ou installer un antivirus, mais ça peut être les deux. Globalement, si on devait résumer la communication, enfin si on travaille autour de la communication, on pourrait dire qu'une communication sans action, c'est quelque chose d'inutile. Ça veut dire qu'on a perdu du temps, on a perdu de l'énergie à faire une communication. S'il ne se passe rien derrière, pourquoi est-ce qu'on l'a faite? Alors ça peut aussi être aussi pour satisfaire son besoin de communiquer. Donc là, on peut parler d'ego, etc., d'émotionnel, mais ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. D'un autre côté, avoir des actes sans communication, sans gouvernance, etc., on va être dans une sorte d'imprévisibilité. Donc ce n'est pas forcément très bon non plus. Alors le but du jeu, en fait, autour de la communication, c'est surtout de ne pas parler de soi, c'est de délivrer ce message, c'est bien d'avoir conscience de cette finalité, donc de ne pas parler de soi, de délivrer ce message, compréhensible par l'autre, si on veut qu'il drive une action derrière, avec une finalité qu'on aura bien entendu identifiée avant. Est-ce que je veux avoir un budget? Est-ce que je veux que la personne mette à jour les antivirus tous les matins, etc., etc. Bien entendu, cet objectif va dépendre de la cible et inversement, et en utilisant un moyen adapté au destinataire. Je ne vais pas forcément avoir le même moyen de communication pour un dirigeant C-level d'une grosse entreprise que pour un technicien. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est simplement que les deux ne vont pas forcément réagir aux mêmes moyens de communication de façon relativement favorable. Si on zoome un peu sur le schéma du milieu, ça représente un peu la théorie de la communication. Le principe, ça introduit les deux niveaux, le niveau finalité besoin qui se trouve en haut et le niveau moyen qui se trouve en bas. Vous voyez qu'en fait, le message que j'envoie, moi, je suis le petit bonhomme en bleu en bas à gauche, en fait, c'est un moyen. Ce n'est pas la finalité. Je ne suis juste un moyen pour envoyer un message. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais par exemple travailler sur les moyens. Pareil, on zoome un peu sur les dirigeants. Un moyen approprié, ça pourrait être donc un canal approprié, donc le site web, un mail, etc., etc. Ça peut être aussi un code de langage utilisé. Le code de langage, ce n'est pas que la langue en tant que tel, c'est des codes qu'on va utiliser. Exemple intéressant pour les dirigeants. Les dirigeants, la plupart, la moitié, ont fait soit au début, soit après des écoles de management, des MBA ou des choses comme ça. Et ils ont appris à peu près les mêmes choses, les mêmes codes. On va parler de chaîne de valeur, on va parler de force concurrentielle de porteur, on va parler de SWOT, etc., etc., etc. Alors, c'est des outils qui sont très, très intéressants et qui, en plus, sont des bons outils de communication. Si on réutilise ces outils qui ont été utilisés par ailleurs, on peut avoir quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Donc, ça peut être intéressant de s'appuyer sur ces outils, tout simplement parce que ça peut être un bon moyen de favoriser la communication. On va zoomer encore plus. Donc, un moyen de communication sont les indicateurs. Pas le seul. Il y a des tas de moyens de communication. Il y a une intervention sur la sensibilisation tout à l'heure de nos amis d'Advance qui sera intéressante sur ce sujet-là et l'ensemble des interventions sur ce sujet, celle d'Eric également à la fin. Un vecteur de communication nouvelle parmi d'autres, un vecteur de communication formel parmi d'autres, ce n'est pas de la communication informelle machine à café en général, c'est plus de la communication formelle qu'on va travailler sur les indicateurs. Donc, première chose, même règle que pour toute communication. L'idée, c'est que ça corresponde de savoir quelle est ma finalité, quel est mon destinataire, et comprendre comment mon destinataire fonctionne pour pouvoir l'actionner, pour pouvoir appuyer sur les bons leviers. Si je lui envoie des choses qu'il ne s'attend pas à voir, qu'il n'espère pas voir, qui ne sont pas dans son mode de fonctionnement, ça va produire un frein quant à sa compréhension et quant à l'action qu'il pourra mettre en place derrière. En clair, je n'aurai peut-être pas mes budgets, ou pas tous. Donc comprendre le destinataire et donc s'appuyer sur des moyens adaptés. On l'a vu, par exemple, utiliser les codes qu'il a utilisés dans son école de management, mais ça peut être d'autres choses. Et là, bien entendu, c'est très culturel, ça peut être très propre à chaque entreprise et c'est très propre à chaque personne. Il y a des C-level qui vont être très technophiles, qui vont être plutôt
plutôt dans une économie numérique, d'autres peut-être un peu moins. Il n'y en a pas un qui a raison, l'autre qui a tort. Simplement, si moi je veux avoir une bonne communication, il faut que je m'adapte à cette cible. Alors, exemple d'adaptation à la cible, on va dire, faut-il vraiment des indicateurs spécifiques? On va travailler sur 3 questions sur les indicateurs. On va travailler sur 3 questions au niveau des indicateurs. Faut-il vraiment des indicateurs spécifiques pour les dirigeants? Première question à se poser. On va essayer d'éliminer, d'évacuer, de traiter et d'évacuer cette question. On va prendre l'exemple d'un bateau. Un bateau, c'est comme une entreprise. Un bateau de croisière, ici. On a un grand boss, c'est le commandant de bord, et on a 2 managers, l'animation et le mécanicien. Je vais définir ici, par exemple, 3 indicateurs. Par exemple, pour le commandant de bord, je vais définir le cap. Pourquoi? Pour qu'il puisse corriger la trajectoire. Et ma finalité, donc je reprends les codes que j'ai définis tout à l'heure, pour tout simplement arriver à bon port. Et pour l'animation, par contre, si je lui donne le cap, il ne saura pas trop quoi faire avec. Donc, j'aurai plutôt pour lui un indice de satisfaction pour pouvoir ajuster la programmation des événements et que, à la fin, les croisiéristes soient heureux et donnent des bonnes notes et envie de revenir. Donc la finalité, c'est, ici, ça va être d'améliorer le confort, l'expérience des croisiéristes. Et puis le mécanicien, c'est un peu différent. Lui, si je lui donne l'indice de satisfaction des utilisateurs, il n'en fera pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que je vais lui donner? Plutôt une jauge de température, un compte tour, etc., pour pouvoir corriger le régime et pour pouvoir maintenir le niveau fonctionnel du bateau en bon état. Et ça devrait pouvoir permettre que le bateau continue à avancer. On a vu une même entreprise, 3 managers différents, 3 indicateurs différents. Et si je mélangeais les indicateurs, si je mettais les 3 indicateurs pour le commandant de bord, ça ne l'intéresserait pas forcément trop. Tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est le cas pour être sûr d'arriver à bonne destination. Alors, on va pouvoir trouver ce même modèle, bien entendu, dans la sécurité de l'information. J'ai pris un exemple parmi d'autres. C'est des exemples qui ne sont pas du tout absolus. C'est un exemple qui peut être intéressant à citer, tout simplement. Pour la vulnérabilité, pour la gestion des vulnérabilités, par exemple. Différents niveaux de lecture. Un niveau de lecture qui va être très opérationnel, donc c'est celui qu'on voit en bas. Le nombre de hosts qui ont besoin d'être mis à jour. Très opérationnel. Pour les opérationnels, ils sauront combien de travail ils auront à faire dans la journée. Donc un indicateur qui va leur permettre de favoriser leur action de correction. Au niveau management de la DSI, peut-être un indicateur de remédiation pour voir si les process sont bons, si on ne peut pas améliorer les process pour améliorer l'usage des ressources disponibles pour la DSI. Et puis au niveau exécutif, en fait, l'usage, l'optimisation des usages, c'est un problème de la DSI. Là, ce qui va être intéressant, c'est la surface de vulnérabilité de l'organisme. En gros, moi je suis boss, qu'est-ce qu'elle risque mon entreprise? Donc on a 3 niveaux, une même information, 3 niveaux. Autre question qu'on peut se poser. Et de savoir s'il faut beaucoup d'indicateurs. Alors, il se trouve que j'ai pas mal de missions sur les indicateurs, et c'est un sujet que j'ai pas mal abordé. Et j'ai remarqué qu'en fait, souvent les gens veulent mettre beaucoup d'indicateurs. Ils se disent, mais de toute façon, un indicateur, c'est bon, il est pertinent. Si j'en mets beaucoup plus, je vais augmenter la pertinence. Alors, on peut se poser la question, je vais augmenter la pertinence par rapport à quoi? Si on revient au besoin initial, ma finalité qui va être bien définie. Si j'essaie de couvrir plein de finalités à la fois, je risque plutôt peut-être de la diluer. Donc ici, j'ai mis un petit exemple un peu simpliste. Je vais avoir 3 dashboards. Un dashboard à 1 euro qui va pas être pertinent puisqu'il ne va pas me représenter le besoin. Alors le besoin exprimé, c'est communiquer au pilote sa vitesse afin qu'il corrige le cas échéant. Donc on peut le rapporter au commandant de bord ou à un pilote de voiture, un pilote de rallye, pourquoi pas, avec la personne qui lui lit. C'est une sorte d'indicateur, le copilote qui donne la vitesse, etc. Donc je vais lui donner un dashboard à gauche qui n'est pas pertinent. Un dashboard au milieu qui n'est pas plus cher mais qui est pertinent. Il donne juste la vitesse. Alors c'est pas très riche. Ça fait peut-être un peu pauvre, mais ça donne la vitesse. Je remplis ma finalité. Et à droite, on va se dire, je vais remplir ma finalité aussi, sauf qu'il pourra faire plein de choses. Oui, mais où est-ce que je vois la vitesse là-dedans? En fait, le risque, si je mets trop de choses, c'est de perdre en fait le zoom
que je veux faire sur ce que je veux faire et de perdre vraiment l'efficacité attendue sur la finalité que j'ai définie. Donc il est très important de savoir, comme on dit, c'est se couper un bras des fois. C'est-à-dire, on se dit, ben, je ne vais pas mettre ça, je ne vais pas mettre ça, je vais mettre que ce qui va servir à ma finalité. La finalité suivante, je m'en occuperai après. Autre point, on met un chiffre. Bon, là, on va dire que le chiffre, c'est le pourcentage de machines à jour sur un périmètre donné. On va dire que c'est 80%. Voilà. À gauche, j'ai le chiffre de 80%. Donc, le chiffre est juste, il a été bien calculé, la qualité de l'information est bonne, je le sors tous les 3 jours, parfait. Mais quand je vois 80, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que je suis à 80%, donc peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien. En fait, je ne sais pas trop. Supposons que ce soit 80, mais sur une courbe montante. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, ma couverture s'améliore. Donc l'action que je vais attendre, c'est plutôt encourager à maintenir les actions en cours. Pas plus. Par contre, si je vois que ça descend ou que c'est stable, peut-être que là, ce n'est pas satisfaisant. Donc je vais plutôt vouloir mettre une action derrière, favoriser une action derrière, qui va être de remotiver les troupes pour dire attention, là, c'est pas bien, faut accélérer. D'accord? Donc en fait, sur un même chiffre, dans une situation, on va avoir plusieurs situations différentes, et donc il faut contextualiser le chiffre. Alors on peut le contextualiser de façon différente, fournir une base de comparaison dans le temps, donc c'est juillet, février, enfin juillet, août, septembre, etc. Dans l'espace, c'est du benchmarking, est-ce que telle entité est mieux que l'autre, etc. Et par rapport à un objectif qu'on s'est donné en termes de management, donc là on va rencontrer la dimension de KPI, etc. Exemple d'indicateurs pour les dirigeants. Alors, des indicateurs pour les dirigeants, on peut en avoir beaucoup. J'ai mis ici un exemple que j'utilise en cours, quand je donne des cours sur les indicateurs. Mais je dis bien, ça c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous devez faire en fait sur n'importe quel contexte. Tout va dépendre encore une fois de la finalité que j'ai avec la cible. Peut-être qu'un jour ça sera augmenter le budget, peut-être qu'un autre jour ça sera autre chose, ça sera peut-être une vision un peu plus stratégique, valider une stratégie à long terme, donc ça veut dire préparer l'approbation des budgets des années à venir. Et donc du coup, voilà, encore une fois, c'est une possibilité, il n'y a pas d'absolu, et ça je veux vraiment insister dessus. J'ai pris quand même un modèle qui peut être intéressant pour un dirigeant qui avait été travaillé sur un cas concret, qui a interprété d'un cas concret, tout simplement, qui concerne le fait de voir en fait quelles sont les questions que pourra se poser un dirigeant lorsqu'il voudra comprendre ce qui lui arrive au niveau cybersécurité. À un moment donné, le dirigeant, donc il a pris conscience que la cybersécurité, c'est quelque chose d'important. C'est un des risques opérationnels importants qu'il a adressé. Ce n'est pas le seul, il y a d'autres risques, risque social, financier, etc., etc. Ce risque opérationnel-là qui est lié à la cybersécurité, comment on peut lui donner en 5 minutes une vue d'ensemble sur sa situation et ce qui va lui permettre de décider. Donc, premier point, quelle est mon exposition? Quelle est ma surface de vulnérabilité? Et quelle est l'attaque en ce moment? Et éventuellement, quels sont les outputs de ma cartographie des risques, si j'en ai une qui fonctionne à peu près, et qui soit suffisamment exhaustive. Pas forcément profonde, mais exhaustive. Ensuite, donner les incidents, c'est intéressant, parce que les incidents, c'est le risque qui se réalise. Faut pas oublier que nous, on travaille dans l'analyse de risque. Un risque, c'est juste quelque chose qui pourrait arriver, en fait. Un incident, c'est quelque chose qui s'est déroulé. Donc du coup, on va travailler sur cet aspect-là et également, on va pouvoir donner, mais quelle est la réponse? Quelle est la qualité de ma réponse par rapport à ça? La qualité de ma réponse, c'est comment je suis mon plan d'action. Est-ce que mes actions sont tenues? Est-ce qu'elles attendent l'effet attendu, etc., etc., etc. Donc voilà, encore une fois, un exemple. Le principal, c'est savoir pourquoi je veux communiquer, pourquoi je veux faire cet indicateur. En conclusion, donc je l'ai répété quelques fois, donc ça ne va pas vous surprendre. L'important n'est pas de communiquer, encore une fois, communiquer n'est pas une finalité, ça peut faire du bien de communiquer, mais là on est dans l'émotionnel, on n'est pas dans l'efficacité. Ça peut faire du bien de communiquer, mais avant toute chose, excusez-moi, avant toute chose,
L'objectif, c'est de savoir pourquoi on va communiquer et également à quel coût. Il ne faut pas oublier que faire beaucoup d'indicateurs, c'est faire du travail. Donc, si on veut que cet indicateur soit de qualité, qu'il soit maintenu, qu'il soit amélioré, etc. Donc, du coup, on va avoir cet aspect-là. Et si on ouvre un peu plus largement, et j'ai introduit un peu le concept un peu plus tôt, l'idée, c'est d'inscrire la SSI comme toute activité de l'organisme, activité gérée de l'organisme avec des gestionnaires, et pourquoi pas d'aller vers justement ces outils de la gestion d'entreprise qu'on a vu un peu tout à l'heure, qui sont accessibles sur des formations. La plupart des grandes sociétés font des cursus qui peuvent être accessibles en management général, soit les SEC, HEC ou d'autres, des IAE. Inscrire la SSI comme une activité de l'organisme et s'appuyer sur les outils utilisés par les autres managers. Et là, on a deux avantages. Le premier, c'est que ça facilite la communication, on l'a évoqué. Puis le deuxième, c'est que ce sont des bons outils. Je vais prendre un exemple, quel marketing. Alors le marketing, c'est intéressant comme exemple parce que c'est souvent associé à un buzzword, quelque chose qui n'est pas forcément utile, etc., etc., mais qui en fait est un très bon outil pour planifier la perception de son activité et l'intégration de son activité au sein d'un ensemble, que le client soit externe ou soit interne, et donc pouvoir travailler, par exemple, le sujet du marketing de la SSI dans un organisme, ça peut être intéressant. On va travailler sur le prix, on va travailler sur le product. Là, c'est les 4 P du marketing qui vous sont donnés là, qui est la représentation la plus régulière. Le prix, c'est ce que vont coûter les projets SSI. Voilà, le produit, c'est effectivement ce que je vais rajouter comme sécurité, etc., etc. Et j'ai terminé pour cette intervention. Merci beaucoup.